Le micro. Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Ayman et j'ai 26 ans. Quand on m'a proposé ce thème du temps sous le prisme de la science, j'ai commencé par, avant de me lancer dans des recherches, tout ça, j'ai commencé par me poser des questions plutôt banales, je pense qu'on a pas mal en commun. Des questions du genre qu'est-ce que le temps? Est-ce que ça existe? Qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce que le temps? Est-ce que le temps existe? Pourquoi parfois il passe lentement? Pourquoi parfois il passe plus vite? Qu'on a cette impression? Est-ce que c'est les aiguilles de ma montre ou c'est autre chose? Est-ce que si rien ne bouge, est-ce que le temps continue de s'écouler? Plein d'autres questions. Quelle est la différence entre le passé et le futur? Pourquoi je peux retourner dans le passé que par mes souvenirs? Pourquoi le futur je peux que l'imaginer? En général je l'imagine mal. Voilà, et toutes ces questions en fait elles ont commencé par me faire comprendre que le temps avait de nombreux aspects. Alors déjà quand je parle des aiguilles d'une montre, pardon, mais au final je fais référence à la mesure du temps. C'est nous qui l'avons mise en place, hein, les êtres humains. Donc les aiguilles d'une montre, ce serait plutôt la mesure du temps. Quand je me demande pourquoi le temps passe, par exemple, je parle plutôt de l'écoulement du temps. Hein, on a souvent l'image qui est souvent reprise, c'est l'image d'un fleuve qui s'écoule et on a cette image pour représenter le temps souvent. On a aussi l'ordre du temps ou l'irréversibilité du temps. Ça c'est quand je me demande pourquoi il ne fait qu'avancer, pourquoi il y a une distinction entre passé et futur, on va toujours du passé vers le futur en passant par le présent. Et en plus de ça, pour rajouter une couche, on utilise le mot temps un peu à toutes les sauces. Hein. J'ai mon temps, j'ai tout mon temps, je prends mon temps, j'ai l'impression que le temps s'arrête. On parle du temps comme le climat, le temps c'est l'argent. Donc il y a une sorte de polysémie du mot temps qui fait qu'on ne s'y retrouve pas. Et c'est pas en questionnant le langage, notre langage, qu'on va peut-être saisir ce qu'est le temps. Alors pour resserrer le sujet, la première grosse question, c'est peut-être est-ce que le temps existe? Est-ce que le temps existe en tant qu'objet en fait? Est-ce que le temps existe sans nous? Sans nous en tant que sujet, en tant qu'être pensant? Est-ce que si nous on ne pensait pas le temps, est-ce que le temps existe quand même? On pourrait se poser la question. Il y a par exemple Emmanuel Kant, hein, ce cher philosophe, qui dit que le temps c'est une forme a priori de la sensibilité. Qu'est-ce qu'il entend par là? En fait, il nous explique qu'en gros, hein, je résume parce que sinon on ne va pas s'en sortir, il explique qu'en gros, les choses nous apparaissent comme distinctes à travers le temps, c'est-à-dire qu'on n'a pas de mal à faire la différence entre l'avant et l'après, on n'a pas de mal à voir que les choses évoluent, que les choses changent. Mais on peut se demander, est-ce que c'est que ça? Est-ce que le temps c'est que ça? Est-ce que le temps n'a pas de réalité objective en fait? Alors, on va supposer que le temps effectivement a besoin de nous, a besoin d'être pensant pour exister. Dans ce cas-là, comment les astronomes par exemple peuvent parler du temps qui s'est écoulé depuis la naissance entre guillemets de l'univers, hein. Ça fait à peu près 14 milliards d'années que l'univers existerait. Comment 14 milliards d'années ont pu s'écouler, sachant que nous on existe depuis peut-être 2 millions d'années, quelques millions, hein, peu importe, pas depuis 14 milliards d'années. Comment autant de temps aurait pu s'écouler, ou de quoi on parlerait si c'est pas du temps? Donc comment ce temps aurait pu s'écouler et voir apparaître les êtres qui pensent le temps et qui le créent de toutes pièces. Donc là on est face à une sorte de contradiction où en fait la créature que serait le temps existerait avant le créateur que nous sommes. Donc, on pourrait se dire que, effectivement, le temps existe. Alors, je n'ai pas prouvé, en gros, que le temps existe forcément et n'est pas subjectif. Mais je viens de montrer un peu, avec un raisonnement par l'absurde, comme diraient les mathématiciens, j'ai essayé de montrer que le temps ne pouvait pas être que subjectif. Hein, il existe un temps en dehors de nous. Alors, pour
pour clarifier les choses, je vais prendre la terminologie d'Henri Bergson, un philosophe français du deuxième moitié 19e, première moitié du 20e, qui fait la différence entre temps et durée. Temps et durée. Alors le temps pour Bergson, ce serait le temps objectif, le temps mesurable, le temps scientifique, entre guillemets. Et la durée, ben, ce serait plutôt le temps vécu, le temps de notre existence, le temps qui fait que quand on passe une heure chez le dentiste, ça passe plus lentement qu'une heure ici, par exemple. Donc il fait vraiment une distinction claire entre les deux. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est plutôt, vous l'aurez compris, le temps mesurable physique. Hein, je ne vais pas m'attaquer au gros morceau qu'est le temps vécu, le temps d'existence. Ça me dépasse un peu trop. Même si le premier sujet me dépasse totalement aussi. Hein. Alors, je vais faire pour finir cette introduction, je vais faire aussi une petite parenthèse sur les unités de temps. Sur les unités de temps et le caractère un peu historique et arbitraire qu'ont les unités de temps. Alors, la première référence au temps que j'ai fait aujourd'hui, depuis que j'ai pris la parole, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Ouais, dis-moi. 5 minutes? Non. La première référence au temps que j'ai faite, à partir du moment où j'ai pris le micro. Non. Non. Putain, vous n'avez rien entendu, hein. Rien écouté. J'ai 26 ans. Où il est? J'ai 26 ans, c'est ça. Quand j'ai dit j'ai 26 ans, en fait, j'ai fait ma première référence au temps. J'ai dit je m'appelle, bonjour tout le monde, je m'appelle Ayman et j'ai 26 ans. Quand je dis j'ai 26 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis que je suis sorti du ventre de ma maman, eh bien, la Terre a fait 26 fois au moins le tour du Soleil. Et donc, c'est cette référence qu'ont pris les premières civilisations à s'être intéressées au temps et à avoir fait les premiers calendriers. Alors il y avait, c'était un peu partout dans le monde, il y avait les Mayas, les Aztèques, les Égyptiens, les Sumériens, ça c'est dans l'actuel Irak, les Égyptiens, je ne sais pas si je les ai cités. Et donc, ils ont pris comme référence la révolution terrestre, donc le temps que fait la Terre à tourner autour du Soleil, tout simplement pour son caractère périodique hein, et très régulier. Hein. Elle fait le tour du Soleil en presque tout le temps, exactement le même temps. Voilà. C'est dur de se passer du mot temps, hein, je me rends compte. Alors, voilà la raison pour laquelle on a des années. Pour passer aux mois, et aussi aux semaines en fait, pardon, pas aux semaines, aux mois et aussi aux heures, pardon. Parmi les premières civilisations, donc, il y avait les Égyptiens qui adoptaient des calendriers avec un but religieux. Hein. C'était des astronomes qui étaient aussi prêtres en général. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? En observant le ciel nocturne, ils ont décidé de diviser le ciel en, je vous fais les grandes lignes, hein, en 12 parties égales. Dans chaque partie de ce ciel se trouve un groupement d'étoiles et suivant le moment de l'année, ben, on n'a pas le même ciel nocturne forcément. Et ça leur permettait de savoir dans quelle partie de l'année ils étaient. Donc ils ont divisé l'année en 12 mois. C'est la même raison pour laquelle nous avons les 24 heures. Alors, comme je vous ai dit, ils ont divisé le ciel nocturne en 12 parties, qui a fait les 12 heures de la nuit. On ne se préoccupait pas du jour à cette époque-là et on n'avait pas d'instrument pour mesurer les heures de la journée. Plus tard, quand on a pu commencer à diviser la journée en différentes parties et la quantifier, et ben, par symétrie aux 12 heures de la nuit, on a décidé de mettre 12 heures à la journée. Et ça donnait les 24 heures. Pour ce qui est des minutes et des secondes, la raison est différente, mais elle est au moins tout aussi intéressante. Alors, il faut que je commence par parler d'abord de la base 60. Alors, les premières, la civilisation à avoir compté en base 60, ce sont les Sumériens qui ont précédé aux Babyloniens. Hein, c'était en Mésopotamie à l'époque, et ça correspond à l'Irak, comme je l'ai dit. Alors, ils comptaient en base 60, comme nous, on compte en base 10. Ça veut dire quoi, on compte en base 10? Ça veut simplement dire qu'on a 10 chiffres, de 0 à 9. Et à partir de 9, pour donner la quantité suivante, on va utiliser les deux premiers chiffres, 1 et 0. Et on a 10, puis 1 et 1, puis 12, 13, et ainsi de suite. Si on comptait en base 2, comme nos ordinateurs, eh bien on n'utiliserait que le 0 et le 1. Et pour indiquer le 2, notre 2, ben on utiliserait des 1 et des 0, et ainsi de suite. Donc en fait, c'est juste une autre façon de compter. Alors pourquoi on compte en base 10? Est-ce que quelqu'un a une idée?
On a 10 doigts, oui. On a 10 doigts. Donc on a trouvé ça pratique de prendre une base 10 parce qu'on a 10 doigts. Si on en avait 12, on aurait probablement pris une base 12. Alors, les Sumériens n'avaient pas 60 doigts. Hein. Ils n'avaient pas 60 doigts. Ils ont... Alors, il y a plusieurs raisons qui sont invoquées pour expliquer pourquoi ils comptaient en base 60, pardon, la base sexagésimale. Il y a deux raisons qui me paraissent beaucoup plus pertinentes parmi toutes celles que j'ai pu trouver durant mes recherches. La première, c'est que 60, ça a une propriété mathématique intéressante, c'est que 60 c'est divisible par 1, par 2, par 3, par 4, par 5 et par 6. Et c'est le plus petit nombre qui est divisible par ces 6 premiers chiffres. C'est aussi divisible par 10, 12, 15, 20, 30 et 60, forcément. Alors, pourquoi? Parce qu'eux ne connaissaient pas les nombres décimaux, les nombres à virgule. Ce qui fait que ça les arrangeait bien d'avoir un nombre qui se divise facilement. Donc quand ils avaient 60, ils pouvaient le diviser en 6, ça donne 10, ils pouvaient le diviser en 5, ça donne 12, en 3, ça donne 20, en 2, ça donne 30. Donc c'était plutôt pratique pour des gens qui connaissaient la division mais qui ne connaissaient pas les nombres à virgule. Alors, la deuxième raison, c'est tout simplement parce qu'ils arrivaient à compter avec leurs deux mains jusqu'à 60 sans trop de difficulté. Alors j'essaie de vous montrer, je vais essayer de tenir le micro en même temps. Tu peux me le tenir, s'il te plaît? Tu m'entends? Alors, merci. Sinon je... Bon, ça ira. Tu le tiens, c'est bon? Ouais. Alors, l'idée c'est que ils vont compter avec le pouce de leur main droite, les 12 phalanges de leur main droite. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Une fois qu'ils sont à 12, ils retiennent 1 avec leur autre main. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Je retiens 2. De 25 à 36, je retiens 3. De 37 à 48, je retiens 4. Et de 48 à 60, je retiens 5. Merci beaucoup. Donc, ils ont trouvé le moyen de compter jusqu'à 60 avec leurs deux mains et leurs phalanges. Et donc, ce seraient les deux principales raisons pour lesquelles ils comptaient en base 60. Eh bien, historiquement, on a gardé ce décompte pour diviser, puisque ils font partie des premières civilisations à avoir divisé le temps, les heures, etc. Et bien, on a pris un peu leur base pour diviser nos heures en 60 minutes et nos 60 minutes en 60 secondes. Mais il n'y a aucune raison physique, hein, si ce n'est le physique de notre corps, qui fait qu'on compterait en base 60. On pourrait compter en base 100, ce serait tout aussi bien, ce serait peut-être même mieux, puisque ça serait plus pratique pour nous. Hein. Il y en a qui galèrent hein, quand on dit 2,5 heures, ça ne veut pas dire 2 heures et 50 minutes, hein, ça veut dire 2 heures et 30 minutes. Donc il y a un côté pas très pratique à cette base 60. Mais bon. Alors si je vous ai parlé de tout ça, je ne vous ai pas parlé du temps hein, jusque-là finalement. J'ai commencé par dire que la mesure du temps c'était pas le temps, finalement je parle de la mesure du temps. J'esquive pas tant le sujet, c'est juste pour mettre en avant le fait qu'on a des biais qui sont principalement culturels et qui nous empêchent peut-être de mieux comprendre ce qu'est le temps. L'histoire fait qu'on compte le temps, on quantifie le temps d'une certaine manière, donc on a du mal peut-être à comprendre ce qu'est le temps. Notre langage nous limite aussi dans notre compréhension du temps. Donc vu que je vais essayer d'avoir un raisonnement, on va dire scientifique, hein, c'est toujours bien d'avoir conscience des biais qui peuvent faire que notre raisonnement n'avance pas correctement, entre guillemets. Alors, je passe au vif du sujet. Le temps, je vais aborder donc le temps sous le prisme de la science et plus précisément sous le prisme de la physique. Hein. Je vais forcément utiliser on utilise les maths pour faire de la physique, peut-être une approche un peu philosophique, mais bon. C'est principalement l'angle de la physique qui m'intéresse aujourd'hui. Alors, je vais vous parler de 3 grosses conceptions du temps, 3 principales, et je vais citer donc 3 grands penseurs, 3 grands physiciens. Je les ai choisis parce qu'il me semble qu'ils ont eu peut-être la plus grosse influence sur notre idée du temps, mais aussi sur le monde de la physique et des sciences. Alors le premier que je vais citer, il fait partie des fondateurs de la physique, un grec, vous allez deviner je pense. Aucune idée? Galilée? Grec? Aristote, ouais. Toujours Aristote. Aristote, en fait, il avait une vision des sciences qui était quand même intéressante, et pour lui, la science théorique, c'était, selon lui, le meilleur
le meilleur usage qu'on puisse faire de notre temps en tant qu'être humain. Hein. Donc là, il serait fier de nous, je pense. On est en train de faire de la science théorique. Et on parle de lui, pourquoi? Parce qu'il est un des premiers à théoriser le temps dans son livre qui s'appelle Physique, tout simplement. Hein. Il ne s'est pas embêté. Il s'appelle Physique. Pour Aristote, le temps, c'est la mesure du changement. En gros, si rien ne change, rien ne bouge, s'il n'y a aucun mouvement, aucune interaction, pour Aristote, le temps s'arrête. Alors ça se rapproche plutôt de notre intuition. Hein. On a tendance à, si je vous demande d'imaginer un instant que le temps n'existe plus, ou que le temps s'arrête, ben, la plupart d'entre nous, enfin moi en tout cas c'est mon cas, je vais imaginer que plus rien ne bouge. Et pour moi le temps s'arrête. Ça correspond à la vision d'Aristote. Il va même jusqu'à dire que quand, imaginez, vous êtes dans un monde où rien ne bouge, il fait tout noir, mais en vous, vous avez des émotions, des idées, des pensées, des émotions vous traversent, eh bien, il parle d'un mouvement interne. Et ce mouvement interne crée du temps. Donc, il va jusque-là, mais selon lui, ce sont les phénomènes qui font que le temps existe. Et sans phénomène, sans mouvement interne ou externe, hein, eh bien, le temps n'existerait pas. Alors, disons 2 millénaires plus tard, on a une nouvelle façon de faire la physique et on a l'apparition de la physique moderne. Alors là, on est plutôt au XVIe siècle, le XVIIe siècle, surtout le XVIIe siècle. Il y a la révolution de Copernic, tout ça, et Galilée et Descartes vont faire un bond en physique en mathématisant la physique en fait. Alors avant, on faisait de la physique comme on parle là maintenant, c'est-à-dire que par exemple Aristote, il parlait de corps lourds, de corps légers, les corps lourds tombent plus vite que les corps légers, ou certains corps légers vont vers le haut et les autres vont vers le bas. Il faisait des énoncés avec des phrases. La différence, c'est qu'au XVIIe siècle, Galilée par exemple et Descartes, ils croient tellement à la puissance des mathématiques qu'ils disent que derrière une loi physique, il faut une équation. Donc ils vont mettre en fait en équation les lois physiques. Et ils vont accompagner toutes leurs lois d'équation. C'est aussi là qu'on voit apparaître pour la première fois, la lettre petit t pour représenter le temps dans les équations. Donc Galilée, en fait, il fait ça avec la chute des corps, où il explique que, en fait, dans le vide, pas dans l'air, dans le vide, les corps en chute tombent tous à la même vitesse. Hein, si vous mettez une enclume et une plume, elles tombent à la même vitesse dans le vide. Et si on a l'impression, si on voit que la plume tombe plus lentement, c'est parce qu'il y a l'air qui l'empêche de tomber en fait. Mais sa chute est la même. En fait, la chute ne dépend pas des masses, mais dépend de la durée de la chute. La vitesse de la chute, pardon. La vitesse de la chute dépend de la durée de la chute et pas des masses. Donc plus vous tombez longtemps, et plus vous aurez une grande vitesse, plus improbable. Donc là, la lettre T devient une grandeur physique à part entière, comme la pression, la température dans les équations, à la simple différence que toutes ces grandeurs, la température, le volume, la pression, tout ça, dépendent du temps. Alors que le temps, il ne va pas dépendre du temps, il ne va pas dépendre de lui-même. Où j'en étais, ouais. Donc, on est au XVIIe, et là où il va y avoir un grand changement dans la conception du temps, c'est avec Newton. En 1687, ouais, il écrit un ouvrage, Principes mathématiques de la philosophie naturelle, et en fait il expose une nouvelle façon de voir l'espace et le temps. Pour lui, le temps d'Aristote, c'est un temps relatif, apparent et banal. Je le cite, hein, je ne suis pas en train de dénigrer Aristote, c'est lui qui dit ça dans son ouvrage, et en fait il explique que les mathématiques lui permettent d'éviter les erreurs dues à notre sensibilité et à ce qu'on ressent. Il pense que Aristote s'est trop basé en fait sur ce qu'on ressent, sur notre façon de voir les choses, mais que les maths et leur construction déductive nous permettent d'y voir plus clair. Alors effectivement, cette approche porte ses fruits. Par exemple avec la chute des corps de Galilée, c'est parce que Galilée a fait confiance aux maths qu'il a déduit sa chute des corps, et moins à ce qu'il observait. Eh bien, Newton, il voit le temps, et l'espace aussi, hein, comme deux entités absolues, uniformes, imperturbables. Donc, ce qu'il entend par là, c'est que le temps est absolu, uniforme et universel, dans le sens, si on mesure une seconde ici et maintenant, ce sera une seconde n'importe où dans l'univers, à n'importe quelle époque de l'univers. Ça, c'est la vision de Newton. Donc, ce serait en gros un fleuve qui s'écoule continuellement avec le même courant, en fait. Voilà.
C'est l'image qu'on pourrait avoir pour imaginer ce que Newton voulait nous dire. Alors la physique de Newton, hein, il a accompagné son ouvrage avec 3 lois, la loi de la gravitation, etc. La plupart l'ont vu au lycée par exemple. Alors cette vision-là, cette physique-là, c'est ce qu'on appelle la physique classique, et elle a été très performante. Hein, ça a quand même donné une grande partie de la révolution industrielle et plein de choses qu'on utilise là maintenant. Mais elle a ses limites. Parmi ces limites, je peux vous citer par exemple l'exemple qui est souvent pris, c'est la trajectoire de la planète Mercure, la planète la plus proche du Soleil, autour du Soleil. Alors, selon les équations de Newton, l'ellipse que fait Mercure autour du Soleil, c'est une ellipse invariable. Donc elle est censée faire toujours la même ellipse. Sauf que les observations des astronomes pendant le 19e siècle montrent qu'en fait, il y a un léger décalage et que cette ellipse, en fait, elle n'est pas si invariante que ça. Elle bouge un tout petit peu. Alors c'est ridicule, elle bouge de quelques centièmes de degrés par siècle, mais elle bouge quand même. Et quand on fait des sciences, on ne peut pas se permettre d'une approximation. S'il y a une approximation, c'est qu'il y a peut-être que la théorie est fausse ou au moins incomplète. Alors, si la théorie s'il y a une faille dans une théorie, ben on se doute que cette théorie va être changée tôt ou tard, on l'espère en tout cas. Et c'est ce qui va arriver au début du XXe siècle. Au début du XXe siècle, on a l'arrivée fracassante du peut-être le génie le plus populaire. Hein. Tout le monde me dit Albert Einstein, tout ça. Oui, c'est ça. Albert Einstein. Donc Einstein, en 1905, écrit un article, il publie un article sur l'électrodynamique des corps en mouvement. Et il va mettre en avant ce qu'on appelle la relativité, la théorie de la relativité. Alors à ce moment-là, en 1905, il parle de la relativité restreinte. Puis en 1915, il va ajouter la relativité générale. Je reviendrai sur ces 2 points. Je tiens juste avant à préciser que la théorie d'Einstein, c'est une théorie qui est extrêmement robuste. Quand on parle de robustesse d'une théorie, on peut parler de la robustesse de la théorie de l'évolution, par exemple, de la théorie d'Albert Einstein. Quand on parle de robustesse, c'est sa capacité à résister aux expériences. Et en un siècle maintenant, plus d'un siècle, il y a eu des milliards d'expériences, il y a une utilisation quotidienne de la part de millions d'entre nous des GPS, qui est une application directe en fait de la relativité. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une expérience qui a réfuté sa théorie. C'est pour ça qu'elle est à prendre au sérieux, et c'est aussi pour ça que sa vision du temps peut nous apporter des réponses. Peut-être qu'il nous dira au moins ce que n'est pas le temps, même si on n'en saura pas forcément énormément plus. Mais... Alors aujourd'hui, donc, je précise que cette théorie, c'est une théorie actuelle, mais il y a aussi une autre théorie qui est la mécanique quantique. Hein. Tout le monde en parle à droite à gauche. La mécanique quantique, je ne vais pas m'étaler sur ce que c'est que la mécanique quantique, il faudrait plus de temps et puis je ne pense pas avoir les outils pour non plus. Mais en tout cas, pour ce qui est de la vision du temps, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, la mécanique quantique a une vision du temps qui est très proche de celle de Newton. Un temps rigide, plat, uniforme, même si dans les détails c'est différent bien sûr, mais on ne va pas avoir une explosion comme on a avec la relativité d'Einstein, une explosion, un chamboulement total de la vision du temps, de la conception du temps. Alors la théorie de la relativité, je vais tenter d'expliquer ce que c'est, comment ça fonctionne. Mon objectif, c'est surtout de vous donner, d'essayer de donner des bases que j'ai également pour que vous puissiez vous questionner, on va dire, de votre côté sur ce que c'est que le temps et puis peut-être nous faire avancer, quoi. Alors, la théorie d'Einstein est basée, la relativité restreinte est basée sur 2 principes. Le premier principe, 2 postulats. Le premier postulat, c'est que c'est le principe de relativité. Le second, c'est le principe d'invariance de la vitesse de la lumière. Alors le principe de la relativité, c'est tout simplement que tous les référentiels inertiels se valent. Donc, si on passe d'un référentiel inertiel à un autre, le phénomène qu'on décrit va être vu juste d'un point de vue différent, mais c'est le même phénomène. On n'est pas en train de changer le phénomène. Alors un référentiel, c'est juste un système sur lequel on se place pour observer un phénomène. Par exemple, si vous êtes sur le quai d'une gare, vous avez le référentiel, c'est le quai de la gare. Ici, on a un référentiel. Si vous êtes
dans un avion, vous êtes dans un autre référentiel, vous voyez les choses autrement, mais vous voyez la même chose. Inertiel, ça veut dire au repos ou en mouvement rectiligne uniforme. Rectiligne uniforme, ça veut dire tout droit à vitesse constante. Un exemple d'un référentiel inertiel, là on est sur un référentiel inertiel parce qu'on est tous assis, on n'est pas en mouvement, on est au repos. Pas de mal à le comprendre. Si vous êtes dans un train, que les rails sont parfaitement droites et que vous roulez à 300 km/h, sans variation de vitesse, vous êtes dans un référentiel inertiel. Quand vous êtes, par exemple, si vous voulez savoir si vous êtes dans un référentiel ou non, vous êtes dans le train, vous posez une bille sur une table, si la table est bien horizontale et qu'elle ne bouge pas, vous êtes dans un référentiel inertiel. Si vous voyez la bille rouler, c'est que ce n'est pas un référentiel inertiel. Quand vous êtes dans un avion, que vous sentez les perturbations, bah c'est que vous n'êtes pas dans un référentiel inertiel. Mais quand vous sentez, vous avez l'impression que vous ne bougez pas, c'est parce que l'avion est à une vitesse rectiligne uniforme. À peu près, bien sûr, mais c'est un moyen de le savoir. On en parle pendant les questions, si tu veux. J'essaye de vous exposer mon raisonnement, et puis après, on essaiera d'échanger. Peut-être qu'il y a certaines imprécisions, ou peut-être même des choses que je pense vraies, mais qui sont fausses. Donc n'hésitez surtout pas pendant les questions à me les signaler. Alors, ça c'est le principe de relativité. Pour vous montrer que le principe de relativité, c'est pas forcément un principe qu'on est obligé d'utiliser avec des planètes, des étoiles, tout ça, on va essayer de prendre un exemple. Je vais essayer, ça va être un peu, je sens que ça va être compliqué, mais on va tenter. Alors, vous imaginez une balle de ping-pong, par exemple, une balle très légère, donc, qui rebondit facilement, que vous lancez à, disons, 10 km/h sur une boule de bowling bien lourde. Alors, je vous laisse le temps d'imaginer la scène. Si je la lance à 10 km/h, parfaitement, on oublie les frottements de l'air, tout ça, je l'envoie sur la boule de bowling et elle va rebondir. À quelle vitesse elle va rebondir si je l'ai envoyée à 10 km/h? À votre avis, intuitivement? À 10. À 10 km/h aussi. Donc je l'envoie à 10 km/h, elle va rebondir à 10 km/h, donc elle va aller à 10 km/h dans l'autre sens. Maintenant, si on ignore les frottements de l'air, on est dans le vide, hein, c'est particulier, mais on imagine. Maintenant, quel serait le phénomène? Qu'est-ce qu'on observerait si jamais on lançait cette balle de ping-pong à 10 km/h, mais qu'en même temps la boule de bowling roule à 5 km/h vers cette boule de ping-pong? Alors, intuitivement, on dirait 15. On va utiliser le principe de relativité. Il y en a qui sont... Tu penses pas que ce soit 15? C'est pas la même masse. Ben, on va utiliser le principe de relativité et on va voir que grâce au principe de relativité, on a la réponse beaucoup plus facilement. Alors, donc on est dans une situation où, par rapport au sol, je précise, par rapport au sol, la balle de ping-pong va à 10 km/h et dans l'autre sens, la boule de bowling va à son encontre à 5 km/h. On imagine qu'on est dans un train qui a un mouvement rectiligne uniforme. Donc le fait de se mettre dans le train, ça ne change pas l'expérience. D'accord? On l'observe juste différemment. Eh bien, si on prend un train qui va à 5 km/h dans le même sens que la boule de bowling. Parce que là, ça va? Ouais, ça va commencer à devenir plus technique. Donc, on va dans le même sens que la boule de bowling, à la même vitesse que la boule de bowling, par rapport au sol. Donc, la boule de bowling et nous allons à 5 km/h par rapport au sol. Donc, logiquement, on verrait la boule de bowling immobile par rapport à nous. Elle va à la même vitesse. Donc, c'est comme si elle nous suivait, ou que nous suivons la boule de bowling. Peu importe, c'est la même chose. Donc, finalement, la boule de bowling est immobile par rapport à nous. Elle va 0 km/h par rapport à nous. Mais, je vous rappelle que la balle de ping-pong, elle est à 10 km/h contre la boule de bowling. Donc elle va à 10 contre la boule de bowling par rapport au sol. Si elle va à 10 km/h, si elle va à 10 km/h par rapport au sol à notre rencontre, et que nous allions à 5 km/h à son encontre, logiquement, elle va à 15 km/h vers nous.